Salut tout le monde et bienvenue dans un nouveau Dans ta bulle, la vidéo comics pour vous conseiller plein de lectures. Et là, on vous a préparé une session Noël, voilà, les lectures cocooning, des lectures qu'on a aimées dans l'année, en tout cas qu'on a envie de savourer avec un bon petit plaid et un chocolat chaud. Et je me sens un peu... oppressée, entourée, c'est la première fois qu'on est autant dans ce Dans ta bulle, mais c'est cool. Je suis avec Marceau, Salut, ça va? Ça va et toi? Oui, très bien. Et Alexis? Enfin... On est très réveillés Ah ouais, on est trop hein. les raclettes ont commencé. En les gueules effet. de bois, le lait de poule, tout ça. On Noël. était en soirée raclette hier, donc on émerge un petit peu. Et on vous a proposé plein de lectures, que ce soit, je parlais comics, mais aussi manga avec Alexis, qui sera sûrement notre conseiller spécial manga, spécialiste. Je sais pas comment j'ai atterri là, j'ai dit Et oui une ouais, fois. t'as vu de la lumière, en l'occurrence le projecteur était arrivé. Et Marceau, voilà, qu'on retrouve enfin, ça faisait tout à fait. longtemps que t'étais... Mais t'étais où? Caché dans la cave, enfermé. Il va bien, hein. Tout le monde est consentant ici, c'est le plus important. On va commencer tout de suite avec toi, Marceau. Qu'est-ce que tu nous conseilles pour Ouais. Noël? Alors le premier truc que je voulais vous conseiller, c'est ça, qui s'appelle No Monde Perdu. C'est le nouvel album de Marion Montaigne. Marion Montaigne, c'était l'autrice qui avait fait Tu mourras moins bête, la série de BD qui avait été également adaptée sur Arte, et qui décryptait plein de petits faits scientifiques, qui les expliquait et qui étaient à chaque fois vraiment très très pédagogiques, qui pouvaient être lus par des jeunes, genre on pouvait le lire des 12-13 ans, et qui nous expliquait comme ça plein de faits scientifiques. Elle avait fait également Riche pourquoi pas toi, qui nous expliquait un peu les rouages du capitalisme, et une BD sur Thomas Pesquet. Et là elle revient avec une nouvelle BD scientifique et qui nous explique cette fois-ci et qui porte sur les dinosaures, sur leur vie, comment est-ce qu'ils sont apparus, comment est-ce qu'ils se sont éteints aussi, à quoi est-ce qu'ils ressemblaient vraiment, qui démonte un peu tous les faits, un peu tous les préjugés qu'on a sur les dinosaures au niveau de leur régime alimentaire, de leur taille et de plein de choses. Et c'est à quel moment qu'il parle de Jésus dedans? C'est assez tard. Jurassic Park, ça n'a pas vraiment existé. Et justement, elle fait référence, la toute première planche de la BD, c'est des références à Jurassic Park, et elle essaye aussi d'analyser un peu comment est-ce que c'est représenté dans la culture pop. Et c'est comme d'habitude hyper didactique, on comprend très très facilement. C'est à la fois aussi très très drôle. Franchement, il y a des trouvailles humoristiques assez intéressantes, et c'est génial. Franchement, si vous voulez une idée cadeau, ça c'est vraiment une très très bonne idée cadeau qu'en plus vous pouvez offrir à des jeunes qui s'intéressent ou non aux dinosaures. On sait que souvent les jeunes s'intéressent aux dinosaures, c'est un sujet qui plaît, et là on est sûr que c'est des faits scientifiques qu'ils apprendront pas n'importe quoi, et franchement c'est très 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 intéressant. Tu l'as dit, mais c'est vrai que la force de Marion Montaigne, ça réside dans ça, c'est dans la valeur humoristique qu'elle apporte à quelque chose de très pédagogique, mais elle n'ennuie jamais parce qu'elle va toujours ajouter des choses drôles, un peu comme on peut voir avec Blanche Sabat dans Mythe et Meuf, qui va toujours avoir ce petit personnage qui va venir à côté pour commenter, pour apporter une touche de légèreté, et donc c'est ça qui est assez fou. Alors tu parles pour les jeunes, mais c'est aussi bien pour les adultes. C'est bien pour les adultes, tout à fait. Ouais. Fans de dinosaures, et je sais que c'était tout de suite un conseil cadeau que je m'étais dit, parce que ça nous remet aussi, nous, dans des choses simples mais accessibles. Et en effet, ouais, comme tu l'as dit, c'est pas du tout rébarbatif, hein, c'est pas du tout une BD documentaire chiante qui est dure à s'enfiler. Là, franchement, on lit ça tout seul, et en plus ça peut se picorer. On n'est pas obligé de tout lire d'une traite en quelques jours. On peut lire quelques pages par-ci, quelques pages par-là. On comprend tout à fait. Et franchement, c'est une très 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 bonne BD, très bon album. Trop bien, merci Marceau. On va regarder Tu mourras moins bête aussi. Oui. Ah oui, c'est très... Tu l'as regardé du coup, toi? Ouais, moi je connais. C'est très cool, et il rattache tout, souvent un élément de pop culture au cinéma, aux séries, avec une petite question, et c'est assez drôle. Il y a un côté un peu c'est pas sorcier, un peu plus actuel, parce que c'est des sujets très lourds avec beaucoup d'humour, et ça passe comme une lettre à la poste. C'est très cool à lire. Exactement. Tout est dispo sur Arte, il me semble. Ouais, complètement. Même sur YouTube en fait. Je crois que tout est sur YouTube. Ouais. Okay. Il y a tout. Okay. Je regarde que sur YouTube. Okay. C'est la chaîne officielle. Voilà. Super. Vas-y, garde la parole. Qu'est-ce que tu nous conseilles, toi, en manga? Moi, je suis venu avec Dan Dadan. Voilà, c'est un titre. Alors, je n'ai pas la raison de ce titre encore. Ça me fait beaucoup penser à des titres comme Fooly Cooly, qui avaient pas réellement de lien sens. avec le récit. Ouais. Et alors Dan Dadan, c'est quoi? On suit deux lycéens, une plutôt populaire et un peu plus geek marginal.
l'une croit aux esprits et l'autre aux fantômes, et l'autre croit pas aux esprits. Non, l'une croit aux esprits et l'autre aux extraterrestres. Ouais, d'accord, ok. Voilà, c'est mieux. Et ils ne croient pas aux esprits, elle ne croit pas aux extraterrestres. Donc ils vont se mettre un petit défi d'aller dans un endroit qui est réputé pour avoir des extraterrestres et des fantômes, essayer de prouver que l'un a tort et l'autre raison, et ainsi de suite. Et ça va partir un peu en vrille, en fait, parce qu'ils vont rencontrer un fantôme d'une mémé qui veut voler des pénis, et des extraterrestres agresseurs sexuels, et à partir de là, va y avoir un gros micmac où il y en a un qui va se faire posséder et l'autre va découvrir qu'elle a des pouvoirs psy. On est toujours sur un conseil de Noël parce que c'est toujours un conseil de Noël. Non, en vrai, il y a pas de sang, il y a pas trop de violence. Okay. Ça reste très shonen, il y a un peu de fan service, mais disons que les méchants sont plutôt rincés en général, et ce qui est intéressant en fait, c'est ces deux univers, deux croyances qui vont se rencontrer, une amitié qui va se créer, et en même temps ils vont découvrir plein de choses en fait sur le monde qui a l'air d'avoir un lien, genre les extraterrestres existent mais personne n'en parle, les esprits personne ne les voit donc personne n'en parle, et il y a l'air d'avoir un lien entre le monde spirituel et le monde humain, ufologiste. Ok. Je sais pas comment on pourrait dire. Et donc ils vont se retrouver embrigués là-dedans, l'un et l'autre. Et on va voir leur pouvoir grandir. Alors c'est assez compliqué le pouvoir de l'autre, mais il y a beaucoup d'humour. Et en fait, quand il se fait posséder par la mémé, c'est ça son pouvoir, il devient ultra flegmatique. Okay. Ce qui fait que c'est un héros qui se bat en disant la vie c'est de la merde, je suis dépressif, j'ai la flemme, donner un coup c'est un peu loin quand même. Donc il y a tout un décalage en fait entre ce que ça casse le mythe héroïque. C'est ça. Bon, en vrai, en plus il y a à chaque fois c'est justement celle je sais plus comment elle s'appelle la fille, c'est Momo, je crois qu'elle Momo voilà, Azahi, je crois que c'est Momo. Ouais, Momo Ayase Takara. Qui save the day en fait à chaque fois. Voilà, pour l'instant de ce que j'ai vu, c'est l'autre qui fait les combats, mais à chaque fois c'est pas lui qui trouve la solution, c'est pas lui qui donne le coup final. Il apporte un côté un peu plus stylé façon genre j'ai un gros power-up, mais il fait rien en fait quasiment. Et le dessin a l'air vachement cool. Et bah le dessin le dessin est ultra dynamique, ce qui marche beaucoup, c'est beaucoup d'action avec de l'humour. Et en fait, le mec qui a fait ça, qui s'appelle Yukinobu Tatsu, lui, il a été l'assistant de l'auteur de Chainsaw Man, et qui est aussi l'auteur de Fire Punch, que je recommande les deux. Donc il a travaillé justement avec quelqu'un qui pensait déjà les récits de shonen autrement. Donc je suis très curieux de vers quoi ça se dirige. Moi, j'ai ramené un petit coffret à 20€, voilà, pour Noël. Je trouvais ça plutôt sympa. Il y a des petites cartes postales, c'est assez cool. Mais il y a 8 volumes. Il y a 8 volumes. Il y a 8 volumes. Il y en a 12 actuellement en cours. Et l'anime va arriver, je crois, octobre 2024. Ok, voilà, chouette. Dans un an, quoi, à peu près. Il a eu assez de succès pour avoir un anime, et les premières images ont l'air ultra quali. Ok, j'ai l'impression que ça veut tout dire quand même quand il y a une création d'animé via le succès d'un manga, c'est que ça a marché, ça veut dire qu'il y a un public et qu'ils vont créer quelque chose pour que le public de lecteurs et lectrices s'agrandisse c'est une des populaire. C'est une des étapes en fait pour dire que ton manga a marché. Il y a souvent un anime, ou s'il n'y a pas d'anime, c'est juste que le manga est pas adaptable en fait. Il y a encore des mangas aujourd'hui qui ne sont pas adaptables, genre Berserk. Il y a eu des trucs sympas, mais il n'y a rien eu qui était au niveau de ce qu'on pourrait retrouver dans l'ambiance. J'ai d'autres exemples en tête que personne ne connaît trop, mais Sunken Rock, par exemple, qui a un manga incroyable sur le milieu mafieux en Corée, mais qui est inadaptable, en fait, parce que le mec a un délire avec les corps humains qui fait que c'est un trait trop réaliste. C'est peu représentatif, ça serait compliqué. Et mais c'est vraiment très rare. Et aujourd'hui, c'est vraiment t'as un anime où t'as au moins, et si ça marche vraiment l'anime, t'as un film. C'est un système de consécration. Ouais. Mais bon, apparemment à chaque fois les films c'est pas vraiment ce qui marche le mieux. Donc alors, moi, c'est un autre débat. En fait, le problème des films, c'est surtout que les films, les 3/4 du temps, c'est des fillers. Ouais. Donc je trouve ça n'a aucun incidence dans le
récit. Mais maintenant, il commence à y avoir des films qui sont canons, en fait, qui, genre, au lieu de faire une saison sur un arc, ils vont faire un film qui a été fait pour Demon Slayer et d'autres du genre, Jujutsu Kaisen aussi. Ouais, ou qui permet de mettre de la profondeur à certains persos, genre One Piece qui avait fait sur... j'ai perdu son nom, Shanks, où du coup genre ils avaient fait, au lieu de faire comme tu disais tout un arc sur lui, ils avaient fait un film et qui avait très très bien marché aussi parce qu'il y avait un véritable intérêt à aller voir le film. T'as le temps d'approfondir un peu plus aussi la personnalité du perso et tout. C'est ça, cool. Mais c'est toujours un peu semi-canon, filler, c'est un peu entre les deux. Mais One Piece commence à faire des spin-offs. D'ailleurs, je parlais de Sunken Rock. L'auteur de Sunken Rock c'est un mec qui fait des trucs ultra stylés au niveau des combats, a fait un spin-off pour One Piece et One Piece va commencer à avoir des spin-offs comme ça d'autres personnages qu'on voit pas dans le canon mais qui vont être canons. Ça m'étonne pas. Voilà, l'argent, bientôt la fin. On continue du coup avec une lecture que je vous conseille fortement. C'est The Cloud de Florent Maudoux au label 619. Là, je vous ai présenté la version de Momi. Donc Momi, c'est un réseau de librairies qui propose sur certains titres une collaboration avec l'artiste. Et donc là, c'est un tirage exclusif. Il y a aussi des couvertures alternatives, mais donc là, c'est un tirage exclusif. C'est une version avec une couverture mate, dorée. Donc c'est très opposé à la version officielle qui est en couleur gris, etc. Et à l'intérieur, c'est du noir et blanc. Moi, je l'aime beaucoup. Et puis bon, comme je travaille avec eux, c'était aussi pour montrer un peu le travail. Et pourquoi ce titre ? Déjà, moi, j'ai un rapport très particulier au label 119 parce que c'était les premiers comics où j'ai commencé l'indé. J'ai commencé notamment avec Freeze Quill et c'est de là où ça part. Florent Maudoux, lui, ce qui est assez incroyable, donc il est dessinateur et scénariste. Il a commencé d'ailleurs avec Freeze Quill. Il a continué en fait cet univers avec Funérailles. Donc il y a 7 tomes au niveau de Freeze Quill, il y a 7 tomes au niveau de Funérailles. Et donc là, ça suit cet univers-là. C'est assez rare en France dans le comics indépendant, hein, si je peux dire, de créer un univers étendu, partagé, comme on peut voir chez Marvel ou chez DC. Et c'est ce qui va se passer aussi avec le Cloud. On aura 7 tomes aussi. Donc il y a beaucoup d'humour au niveau de Florent Maudoux où il dit apparemment j'ai joué au casino, il y a des 7 qui sont tombés, du coup j'ai décidé que c'est 7, est-ce que c'est le destin ou pas. En tout cas il fait un travail au niveau de l'édito, au niveau de l'artistique qui est assez fou. Sur The Cloud on va partir d'un personnage qui s'appelle Isatis, un chevalier assez mystérieux, et The Cloud c'est une sorte de nuage, un brouillard épais qui détruit tout sur son passage. Il va rencontrer d'autres personnages assez divers et variés et une quête va s'ouvrir de nouveau. Et ce qui est très très bien avec Florent Maudoux, c'est qu'il part du principe, il part sur un thème qui est le post-apo, mais un post-apo plutôt joyeux. On n'est pas sur quelque chose d'hyper dépressif, on va avoir des personnages très colorés, très pop, très attachants, des dialogues très punchy. Voilà. On sent aussi beaucoup l'évolution par rapport à Freeze Quill, qui est déjà incroyable, mais à chaque fois, les personnages apportent beaucoup d'humour, beaucoup de caractère, contrairement à Isatis, voilà, qui est le personnage principal ici, plutôt froid, plutôt ténébreux, mais qui à chaque fois va nous parler au fur et à mesure. Les dessins sont très très détaillés, c'est vraiment incroyable. Et j'ai très très hâte de voir ce que ça va donner. C'est un beau cadeau, je trouve, de Noël qui, attention, vous n'êtes pas obligé, je parlais d'univers étendu, vous n'êtes pas obligé d'avoir lu ce qui s'est passé avant, hein, c'est complètement indépendant, mais ça fait partie de ce qu'il a voulu poser comme encore une fois d'univers, avec des personnages qui se connectent, avec des petites références par-ci par-là, mais qui n'empêchent pas une lecture agréable et indépendante. Et ce qui est hyper agréable aussi, c'est que tu sens un véritable amour de la pop culture de l'auteur. L'auteur aime le genre auquel il s'attaque, il aime tout ce qui fait référence. Il y a plein de références à Mad Max, évidemment, vu que c'est du post-apo. Ça ressemble un peu sur certaines scènes. Sur certaines esthétiques. Scène de course-poursuite dans un désert. Tout à fait. T'as plein de références aussi à l'univers du jeu de rôle, parce que globalement, le scénario, c'est juste une partie de jeu de rôle, parce que les personnages sont des archétypes de paladins, d'assassins. Et d'ailleurs, il y a un moment où les personnages ont pour but de retrouver un tome perdu d'une des campagnes de la 4e version de Warhammer, et c'est vraiment vraiment hyper drôle, et tu sens que il met plein de références aussi à genre le bonhomme Michelin qui est devenu un espèce de mythe qui a traversé les âges. Donc il y a plein de trucs comme ça où tu sens que l'auteur il s'éclate, il s'amuse, et ça nous amuse aussi. Exactement, ouais. Et c'est assez impressionnant ce qu'il arrive à faire, y compris au niveau esthétique. Ouais, complètement. En feuilletant, j'ai vu un perso avec une tête de cheval.
Voilà, c'est tout. Mais c'est là où c'est cool, c'est que ça se prend pas au sérieux, mais ça reste très sérieux. C'est quand même une histoire très achevée, très aboutie, très réfléchie, et en même temps, ça reste hyper accessible. Et pour moi, c'est là où je le conseille, où c'est une valeur ajoutée pour un cadeau de Noël, c'est que même si on n'est pas lecteur ou lectrice de BD ou de comics, bah voilà, comme tu dis, les personnes qui sont fans de jeux de rôle peuvent s'y retrouver, ceux qui ont un humour un peu décalé peuvent s'y retrouver. Ceux qui adorent vraiment ce trait de dessin très fin à la BD franco-belge peuvent s'y retrouver aussi. En plus là avec Momy, voilà, on a une version noir et blanc qui apporte, je trouve, quelque chose en plus. En tout cas, ça fonctionne pas toujours. Moi, je suis un peu dubitative des fois quand on pousse le noir et blanc à des artistes où des fois la couleur est incroyable. Il faut pas oublier le travail des coloristes. Mais là, ça marche. Donc ouais, franchement, Klaus, c'est très cool. Et puis même tout le travail du label 119 et d'Ankama est à suivre. Je l'ai pas conseillé là, mais il y a Frontières de Guillaume Singelin. Cette année, il a raflé tous les prix. Ouais. Il est aussi nommé pour le prix des libraires Canal BD Angoulême. Il y avait Okaï. Il y a Okaï aussi qui a gagné l'année dernière. Donc, ouais, il y a un vrai travail. Et puis, ils arrivent du coup OK, ils font du comics, mais en fait, ils font juste de la BD. Et d'où le fait qu'ils travaillent aussi leur format. J'avais interviewé Ron pour Canal BD où il disait pourquoi Frontières a marché aussi. C'est pas juste le seul élément de réponse, mais on l'a mis dans un format beaucoup plus grand, qui se range du coup plutôt dans les étagères BD que dans les étagères comics. C'est là aussi, vous voyez, dans des deux formats où t'es plus forcément le format assez classique dans ce qu'on peut avoir dans les runs de DC ou de Marvel. Et du coup, on enchaîne, Marceau, sur ta deuxième lecture. Ouais, alors moi, plus qu'une... au lieu d'être une vraiment lecture de Noël, cocooning et tout, c'est plus un conseil cadeau et un conseil pour ceux qui aimeraient pas forcément la BD. Parce que c'est un livre où on n'est pas obligé d'être fan de BD pour le lire. Parce que c'est fait par Benoît Colomba, qui est un journaliste d'investigation. Il avait déjà fait 2 BD qui étaient Cher pays de notre enfance, qui décryptait un peu tout ce qui s'était passé sous De Gaulle et les crimes politiques qui avaient été commis. Et il avait fait aussi Le choix du chômage, qui parlait de comment est-ce que la vie politique française avait remis un peu les clés de toutes les décisions politiques au monde de la finance, qui était assez intéressante. Et là, cette fois-ci, il s'attaque à un thème assez complexe, puisqu'il s'attaque à l'assassinat de Dulcie September, qui était une militante anti-apartheid qui a été assassinée en 1988 en plein Paris. Et dont le meurtre n'a jamais été résolu parce que il y avait un peu d'indifférence du coup de l'État français et de manque d'efforts faits pour retracer toute l'enquête et découvrir qui l'a vraiment tué. Et au-delà de l'enquête sur son meurtre, en fait, il va aussi enquêter sur tous les liens entre la France et le régime de l'apartheid en Afrique du Sud. Donc on apprend que déjà il y avait une véritable lutte en France contre le régime de l'apartheid, notamment par les membres du Parti communiste, qui accueillait beaucoup de membres de l'ANC, qui était le parti de Nelson Mandela, quand lui, Nelson Mandela, était en prison. C'est pour ça que Dulcie September, elle était en France, parce que le Parti communiste accueillait, et aussi le Parti socialiste accueillait des militants. Et à côté de ça, donc la France, à cette époque-là, était sous Mitterrand. Et on apprend qu'il y avait un embargo de l'apartheid, parce qu'officiellement, l'ONU condamnait le régime de l'apartheid. Donc il y avait un embargo, on n'avait pas le droit de leur vendre des armes, on n'avait pas le droit de leur vendre quoi que ce soit. Sauf que la France leur vendait quand même par des moyens un peu alternatifs des avions de chasse, des armes. Et à côté de ça, le PS, qui était le parti de Mitterrand, il finançait les locaux de l'ANC en France. Donc il jouait un peu double jeu, franchement, et on apprend plein de trucs, notamment au niveau nucléaire. On apprend que De Gaulle avait donné dans les années 60 la bombe nucléaire à l'Afrique du Sud parce qu'ils avaient besoin d'alliés sur le territoire africain, et que si 20 ans plus tard la France soutenait le régime de l'apartheid, c'était parce qu'ils avaient peur que l'ANC devienne communiste, quoi, parce qu'ils étaient plus tendance marxiste que tendance capitaliste, et ils avaient peur que si Nelson Mandela et son parti prenaient le pouvoir, ça faisait un régime marxiste en plus qui avait la bombe, et du coup ils décryptent toute cette histoire. C'est hyper complet. Tout ça, c'est dans la BD. Et tout ça, c'est dans la BD, et c'est juste la surface de la BD, parce que je vais pas tout raconter, mais il y a
plein de trucs qui font franchement très très peur, parce que tu te dis c'était dans les années 80 quoi, il y a pas si longtemps que ça, très longtemps, et tu te rends compte aussi de l'impact que ça a encore aujourd'hui, parce qu'on a le portrait de plusieurs personnages un peu de l'ombre politique, notamment des conseillers de Zemmour, de Le Pen, qui sont fascinés par le régime de l'apartheid et dont le but avoué, c'est clairement de mettre un régime de l'apartheid dans tous les pays. Et ça fait peur parce que c'est étonnant. Ouais. Waouh. Et franchement, ça fait assez peur de voir toutes les répercussions qu'il y a encore aujourd'hui, des gens qui ont activement participé au régime de l'apartheid et qui sont encore là aujourd'hui. Et ouais, c'est hyper intéressant, c'est très très didactique, et ça se lit comme un polar en fait, parce qu'on a quand même le meurtre de Lucy September au cœur de tout ça, et on le lit comme un polar. On va suivre Benoît Colomba qui enquête, et on va parfois le suivre aller sur des fausses pistes. Genre à un moment là, il y avait une piste qui avait été lancée en partie par l'État sud-africain, en partie par l'État français, qui disait que tout ça c'était juste un règlement de compte entre membres de l'ANC, que c'était juste elle s'était fait assassiner par des membres de son propre parti, ce qui évidemment était complètement faux, mais qui avait été une piste qui a pris des années et des années aux policiers pour se rendre compte que finalement c'était faux et que ça avait été inventé de toutes pièces. C'est fou parce que ça fait quand même quelques années qu'on a des BD documentaires, si on peut dire ce terme-là, qui sont hyper intéressantes, qui peut aussi compléter ce qu'on peut voir dans des documentaires. Je pense aux algues vertes, qui a beaucoup marché aussi, le Kadhafi Sarkozy aussi, qui est très intéressant. Qui avait été fait par Benoît Colomba aussi d'ailleurs, en partie avec l'équipe de Mediapart. Ouais, complètement. En plus là, je vois aussi que sur la BD il y a marqué France Info, donc il y a quelque chose d'hyper transmédia qui voilà, on sait qu'il y a beaucoup de personnes qui vont regarder la télé, regarder des documentaires parce que télévision, médias populaires, mais voilà, c'est aussi un moyen de rentrer dans le monde de la BD, comme tu disais bien dans ton intro, en disant vous pouvez aussi apprendre des choses, ça peut être autant documenté qu'un essai. Sauf que là, il y a de l'image, et que l'image accompagne aussi tout le propos du journaliste. Ça me fait aussi penser à du coup il se met en scène comme peut faire aussi Fabien Toulmé, où il raconte en fait le parcours. Il a rencontré un Syrien. Il a une bande d'enregistrement avec lui de plus de 200 heures. À la base, c'était il voulait juste avoir un petit peu son retour et comment lui il vivait en tant que Syrien qui a dû quitter son pays. Et puis ils se sont bien entendus, et il lui a vraiment tout raconté. Donc ça déroule en 3 tomes où il raconte son histoire, et dedans on arrive vite à s'identifier parce que Fabien Toulmé se dessine et raconte aussi comment il a rencontré ce Syrien-là, et comment après lui il voyage, quoi, parce qu'il en a fait aussi d'autres. Je sais plus, après l'Odyssée d'Hakim, il en avait fait un autre. Il y avait un Reflet du monde en lutte. Les Reflets du monde, où là il a parcouru plusieurs pays pour justement donner la parole à des personnes qui luttaient dans des pays en difficulté. Trop chouette. Alexis, qu'est-ce que tu nous conseilles, qui n'est pas sur cette table d'ailleurs, on n'a pas pu la voir, mais... Alors, attendez, mes notes. Parce que j'ai il mal travaille pris mes vraiment, notes. hein. Non, mais mes notes Google, attendez. Non, parce que j'ai déjà oublié. Alors j'ai essayé de réviser avant, mais j'ai déjà oublié. Donc moi, la deuxième chose que je voulais proposer pour ce Noël, j'arrive pas à trouver. Voilà, moi, ce que je voulais proposer, en fait, c'est. Alors moi, je pense Noël. Oui. Mais lui aussi, il pense Noël. Oui, c'est rouge. C'est dans les couleurs. Donc moi je voulais proposer, alors j'ai pas réussi à le trouver en fait assez rapidement, mais je voulais proposer un beau coffret qui a une intégrale en fait du manga Hell's Paradise. C'est édité chez Crunchyroll comme Dan, et c'est un très beau coffret prestige de 13 volumes avec des grandes affiches à l'intérieur. C'est une intégrale, l'histoire se finit, je crois elle est sortie il y a 1 an et demi, elle est déjà finie. Okay. C'est l'histoire d'un condamné à mort qui vient d'une île secrète de ninja shinobi qui ont des techniques ancestrales, sauf que lui il s'est cassé de cette île, et en fait comme il est recherché pour se planquer, il a dû tuer des gens, parce que lui tuer des gens c'est son éducation, c'est en mode... C'était comme aller chercher du pain. Donc il a fini par se faire arrêter, et en fait on le suit après cette arrestation. Au moment où il doit être condamné à mort, il ne meurt pas en fait.
Et ça se passe, ah oui, j'ai oublié de préciser, ça se passe à l'époque d'Edo. Enfin, dans un Japon fictif, époque Edo. C'est pas vraiment le Japon, mais c'est censé être le Japon. Et en fait, il va être recruté par une exécutrice pour remplir un contrat secret qui a été créé par le shogun pour trouver ce qu'ils appellent une sorte de fruit de la jouvence, un élixir de jouvence, sur une île où à chaque fois qu'ils ont envoyé des armées, des soldats, des hommes, personne n'est revenu. Et le seul qui est revenu, il s'est transformé en plante. Voilà. Et donc, ils vont sélectionner les 100 mecs les plus dangereux du pays qui allaient être exécutés pour les envoyer là-bas et leur dire « Ouais, alors écoutez les gars, s'il y en a un qui me le ramène, il est libéré à vie, gracié, il a tout ce qu'il veut. Voilà. » Donc, ils vont envoyer ces 100 psychopathes accompagnés d'un exécuteur et ils vont en fait essayer d'enquêter sur cette île qui est appelée l'île de l'enfer, l'île de paradis, ils savent pas exactement parce qu'en fait il y a des sortes de créatures qui font beaucoup appel au folklore bouddhiste, puis un peu plus tard un folklore beaucoup plus shintoïste, et en fait ça mélange plein de cultures religieuses pour créer des monstres, et ils vont devoir essayer de s'en sortir, donc de survivre à ces monstres, sauf que comme c'est des psychopathes et que c'est un concours, ils vont aussi s'entretuer entre eux. Et en plus de ça, les exécuteurs, il y a certains exécuteurs qui vont tuer les prisonniers comme ça en mode écoute, moi je voulais pas prendre de risque, je rentre chez moi. Et en fait, on va suivre cette espèce d'aspect en mélangeant le Battle Royale et le Survival à travers les yeux de deux personnages. Donc l'exécuté, je ne sais plus, j'ai aucune mémoire des noms, je suis vraiment désolé. L'exécuté et son exécutrice. Et au travers de l'exécutrice, ce qui est intéressant, c'est que c'est une nana qui, en tant qu'exécutrice, est très mal vue. Parce que dans les familles d'exécuteurs, il n'y a pas de femmes. Donc on va avoir tout ce schéma de elle qui va essayer de se convaincre que c'est une bonne exécutrice. Et en même temps, elle veut pas exécuter son prisonnier parce qu'elle l'aime bien. Mais à un moment, ça devrait arriver. Et on va avoir en fait tout un jeu sur ça, sur elle qui va apprendre à s'affirmer et évoluer. Et l'autre qui ne connaît que la mort va essayer de penser un peu plus aux autres et à la vie. Sauf que c'est dans une île infernale. Ok, voilà. Ok. Et c'est vraiment magnifique. C'est des planches vraiment très détaillées, vraiment magnifiques. On pourrait avoir un trait très proche de Miura. C'est désolé, peut-être que ça va être compliqué à dire. Kaku. Ah, ça va. Voilà. On avait pire. Alors les planches sont incroyables, très détaillées. Il y a beaucoup de choses qui me font penser à Berserk, mais un peu moins dark fantasy, beaucoup plus. Il y a quelque chose de magnifiquement glauque en fait. C'est genre, va y avoir un truc avec des fleurs qui ont des visages et des scolopendres géants au milieu de cadavres, mais il y a un truc très coloré. Et alors dans le manga, ça se voit beaucoup moins parce que c'est du noir et blanc, mais il y a aussi un anime qui est sorti l'année dernière en fait. Et dans l'anime, c'est une explosion de couleurs au milieu de scènes de bataille sanglantes et de créatures horribles. Et c'est très beau à regarder. Très belle animation, mais surtout les planches, vraiment en manga, il faut le regarder parce que vraiment les planches sont incroyables en fait. Non, mais en plus c'est un beau conseil parce que tu disais ça se finit en 13 tomes, donc pour les personnes qui n'ont pas envie non plus de partir comme des récits comme One Piece qui n'a pas de fin, avec un beau coffret qui évidemment nous entend vu qu'elle est derrière la caméra. J'ai la parfaite transition. Oui, vas-y. Tu te rappelles, parce qu'on avait des problèmes de transition pour la vidéo d'Halloween. Là, on n'en a pas. Tu parlais dans ce récit de concours, de sorte de battle royale. Il y a un peu le même principe là-dedans, dans Cosmo Night, d'Anna Templer. L'artiste Nana Templer, c'est édité aux éditions Bliss Éditions, que je vous conseille fortement parce que Florent fait un travail incroyable. Et c'est un univers néo-médiéval. Et le principe dans ces sociétés-là, donc il y a plusieurs planètes, il va y avoir des princesses. Et pour gagner le cœur de la princesse, il va y avoir un concours avec des chevaliers qui vont devoir s'affronter dans une énorme sphère comme ça. Et celui qui va gagner va remporter la princesse. Il y a vraiment des machinations et des très capitaliste, etc. Des fois, les princesses sont plus ou moins consentantes, mais ça, on le sait pas vraiment. Et
de la base, on va suivre 2 copines, une qui est une future princesse où finalement sa destinée est bien écrite parce qu'elle va savoir qu'à tel âge elle va devoir être face à cette arène-là et elle le sait d'avance. C'est vraiment un fait sociétal, hein, si on peut dire, le fonctionnement de ces sociétés est comme ça. Il y a ces arènes-là et donc justement c'est le nom du bouquin, les Cosmonites, c'est ceux qui vont être dans les arènes. Et donc cette future princesse Pan a une amie Tara, elle qui n'est pas princesse, elles sont très liées et Pan lui dit bah voilà, moi je veux échapper à ça, va voir que je fuis. Tara va l'aider à fuir mais elles vont se retrouver séparées. On va quelques années après les revoir, pareil, elles sont toujours séparées, beaucoup plus adultes et Tara va se retrouver avec ces 2 femmes-là qui sont en couple, qui elles se passent pour des cosmonites pour récupérer les princesses et leur donner une liberté. Mais c'est beaucoup plus subtil que ça parce que finalement, est-ce que toutes les princesses veulent récupérer leur liberté ? Et chacune en plus de ces 2 personnages-là vont avoir leur propre passé qui vont évidemment ressurgir. Il y a aussi toute l'histoire en parallèle du fil rouge de est-ce que Tara va retrouver Pan ? Là, il y a eu le 2e tome qui est sorti qui est encore plus incroyable que ce premier tome-là, mais déjà c'est hyper cool. Et puis surtout, c'est un univers hyper queer parce que ces 2 personnages-là sont en couple. La majorité des personnages sont féminins et sont hyper badass et ça fait du bien. Il y a vraiment des scènes fantastiques de combat dans des vaisseaux. Enfin voilà. Tout ce qu'on a eu longtemps qui représentait des hommes, bah là, cette fois-ci, c'est avec des femmes hyper différentes au niveau des corps, au niveau de la couleur de peau, au niveau des origines. Enfin voilà, c'est hyper varié, ça fait du bien. C'est très feel good et il y a plusieurs histoires qui se stylent. Donc, il y a évidemment le fil rouge, mais il y a aussi, elle qui a été princesse aussi, où son passé va ressurgir. Elle aussi qui a changé de vie, qui devait être aussi princesse. Enfin voilà, c'est vraiment top. Je sais pas en combien de tomes ça va être. Si je dis pas de bêtises, sur le tome 2, ça s'ouvre encore sur une fin, donc il y aura possiblement un tome 3. Et Anna Templer, donc, qui scénarise et dessine, prend vraiment confiance en Yel. Elle ouvre vraiment son dessin. Sur le tome 2, elle s'amuse encore plus avec les détails. Au niveau des couleurs, c'est coloré, c'est pop, c'est très très cool. Donc voilà, je conseille Cosmonite, c'est un de mes coups de cœur de l'année. Tout le monde devrait lire Cosmonite. Vous l'avez pas lu, vous, du coup ? Non, pas encore. Non. Ça donne envie ? Oui, je crois, je sais pas si on l'a. Si, ça s'avoue. Camille l'a acheté. Ah oui, c'est le nôtre. Ok, je vous ramène le tome donc 2. je l'ai. Et il est en liste de lecture. Il est en liste de lecture. J'ai beaucoup là, je commence à avoir tes piles en fait. Et ouais, bienvenue dans mon monde. Je commence à avoir tes piles parce que tu me ramènes des trucs en fait. Si tu veux que j'arrête de t'en ramener, j'arrête. Non, c'est bon, j'aime bien avoir des piles. Je continue, après je passe la main à Marceau parce que sans se concerter, on a un coup de cœur en commun. D'ailleurs, on fait les choses bien sans vouloir vraiment faire les choses bien. J'avais très envie d'en parler parce que je trouve que ça fait très lecture de Noël. C'est très approprié vu qu'il neige dedans. Donc voilà. Donc je suis dans le thème. C'est du Panini et ça faisait longtemps que j'avais pas parlé de Panini. Et en plus, c'est une artiste japonaise, Peach Momoko, qui en plus sera là au festival de BD international d'Angoulême. Donc j'espère pouvoir l'interviewer. Et ce qui est très très cool, c'est qu'on reprend l'univers de Marvel. Donc on va avoir tous les personnages que vous pouvez avoir dans Marvel, Iron Man, Wolverine, Black Widow, Black Panther, mais en suivant la jeune Mariko qui a une vie assez classique. Elle a été élevée auprès de sa grand-mère, sauf que elle va de par ses rêves, rencontrer des êtres un peu étranges, et on va avoir tout ce qui rentre dans la mythologie japonaise, donc les monstres Okai et les persos que nous on connaît de l'univers Marvel. Godzilla, King Kong, les Shadok. Non, pas vraiment, mais tu vas retrouver tes persos sans vraiment les voir comme tu as l'habitude de les voir dans tes récits. Tu vois, ça va vraiment être dans l'univers nippon, mais toujours avec quelque chose qui va te faire penser au perso, soit la couleur de ses habits, soit peut-être sa coiffure, soit comment il va parler. Et donc c'est vraiment chouette. Moi qui connais pas beaucoup tout ce qui est monstre Okai, ça m'a permis aussi beaucoup de me cultiver, parce qu'en fin de BD, elle a vraiment tout un dictionnaire. Donc ces monstres-là, c'est tel monstre, vraiment c'est très très cool. Et les planches sont incroyables. C'est des très belles aquarelles.
très 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 beau. Voilà, c'est de l'aquarelle. L'artiste est vraiment démené pour respecter les persos parce qu'on est quand même, donc physiquement, ils sont très différents, mais au niveau du caractère, on y retrouve et il l'accompagne en fait à chaque fois. Elle va les, tu vois, là on a une version de Hulk un peu étrange, mais ça c'est Hulk, tu vois. Quoi? Ah. Oui. Ah d'accord, parce que Thor, j'ai reconnu un peu plus tôt. Voilà, c'est ça. Et elle va tous les affronter pour affronter finalement quelque chose d'un peu plus personnel. Donc voilà, c'est très 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 cool. Et là, il y a eu la version. Alors, cette version-là, elle n'est plus disponible si je dis pas de bêtises, mais vous pouvez la voir en format manga. Donc, Panini a lancé une collection qui s'appelle Panini Manga, beaucoup plus petit, mais qui est aussi tout à fait accessible en lecture, donc ou pas en lecture japonaise, mais en lecture normale. Tout à fait. Toi, tu l'as lu, donc je vais peut-être dire quelque chose. Je trouvais que c'était quelque chose d'incroyable, surtout esthétiquement. On a un style très proche des estampes japonaises, donc des représentations traditionnelles des yokai. Et du coup, il y a une vraie concordance entre ce qui est raconté et comment c'est raconté. C'est assez incroyable et de voir à quel point elle s'est appropriée la mythologie Marvel tout en la mélangeant à la mythologie japonaise et aux mythes japonais. Elle a une aisance à parcourir ça, à mélanger les deux tout en restant hyper clair, parce que moi non plus je connaissais pas grand chose à l'univers des yokai et pourtant à aucun moment t'es perdu, et je pense que c'est aussi le cas pour quelqu'un qui n'aurait jamais lu de comics Marvel. On peut tout à fait, c'est presque une porte d'entrée dans l'univers Marvel. Clairement. Et vous connaissez rien au yokai, je vous conseille Gegege no Kitaro sans transition. Non, il n'y a pas de. Mais si tu veux regarder un truc qui parle de yokai et de manga, faut regarder Gegege no Kitaro. Okay. C'est un truc qui date des années 50. Il y a eu 7 ou 8 remakes. Et chaque épisode, c'est un yokai différent de la mythologie japonaise. Et c'est en mode un peu histoire, un peu plus légère. C'est pas dans le style Junji Ito, ultra macabre et tout ça. Et c'est très très cool. Et il y a un nouveau remake qui est sorti en animé. Donc moi, je parle d'animé, mais. Mais les originales sont disponibles et trouvables très facilement, et il y a toujours des rééditions qui ressortent parce qu'il y a toujours des remakes en animé qui remettent ça au goût du jour, genre avec les nouvelles technologies et ce genre de choses qui prennent le pas sur les histoires. Donc voilà, si vous connaissez rien au yokai, c'est très très cool. Ok, super. Non mais là c'est vraiment chouette parce que comme je disais, le fait qu'elle donne quelques pages où elle nous explique de quelle origine sont ces yokai, à quoi ils servent et à quel culte ils sont liés, c'est très cool parce que ça te permet aussi de refaire le pont, c'est-à-dire que tu peux avoir une seconde lecture, tu vas le lire une deuxième fois et tu vas dire ah d'accord, mais c'est pour ça en fait qu'il ressemblait à ça, ou c'est pour ça que à tel moment il était sur son passage parce que ça voulait dire ça. Et comme tu disais, c'est très équilibré, ça fait ni peur aux fans de Marvel, ça fait ni peur aux fans de Hawkeye. Moi je sais que j'ai une amie qui est fan de Hawkeye, Camille, pas Camille la productrice, Camille l'autre, et qui l'a lu, qui a adoré et qui a même eu envie de découvrir d'autres personnages de Marvel plus classiques. Et on va enfin finir cette vidéo parce que sinon on va vraiment se faire engueuler par la productrice avec le voyage de Shuna aux éditions Sarbacane, qui a été édité à un moment assez propice, au parallèle du lancement du film Le Garçon et le Héron de Miyazaki. C'est un récit tout simplement incroyable, très très beau. Sur les dessins, en tout cas l'esthétique, ça fait beaucoup penser. C'est la première fois que j'ai une meuf de téléachat qui me montre. La prochaine fois, je vais en bikini, il n'y a pas de problème. Ça fait beaucoup penser à l'esthétique de Nausicaa, la vallée du vent. Nausicaa, au niveau... au début, j'étais très décontenancée. Je me disais, mais alors, je suis en train de lire ça. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je les ai enfin finis. Là, je les ai lus tous, donc si je dis pas de bêtises, c'est chez Glénat, où il y a aussi les mangas Nausicaa. C'est incroyable, en version grande comme ça, c'est hyper beau. Pas du tout qu'il y avait le manga Nausicaa. Si, il y a 7 ou 8 tomes. 7, il me semble. Ouais, il y en a 7. Je suis désolé, c'est Nausicaa. Hein. Non, mais il y a un personnage Nausicaa avec un yak. Hein. Il lui ressemble beaucoup. Il lui ressemble. Non, mais même les créatures dedans. Alors déjà, le dessin, bon, c'est toujours le même, mais même la DA des bâtiments, Mais surtout qu'en fait, il y a un propos hyper écologique. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une. Ouais, mais oui, carrément. Il n'y a pas un lien? Bah non, alors non, parce qu'il y a un à-propos hyper intéressant où il s'est inspiré d'un conte folklorique tibétain qui reprend en fait cette idée qu'un jeune garçon va essayer de sauver sa patrie en récupérant du blé. Donc t'as
cette histoire-là, ça part de là, mais il l'a réarrangé un peu à sa façon, où tu as toujours l'esprit très Miyazaki, c'est-à-dire beaucoup d'imaginaire, une quête, des personnes qu'il rencontre, la dépression, de la solitude. la mort. Mais ça reste beau, ça se lit hyper facilement. Ouais. J'aime beaucoup aussi le travail éditorial qui est fait, c'est-à-dire qu'on n'a pas quelque chose où les paroles des personnages est en bulle. Les textes est écrit et s'insèrent parfaitement sur le dessin. Et puis ça peut être très contemplatif. C'est-à-dire que les persos en tant que tels ne parlent pas beaucoup, il n'y a pas vraiment de dialogue. On a l'impression de regarder un film en fait de Miyazaki, mais en lecture. Moi, ça me fait penser à des carnets de voyage surtout. Aussi, ouais. C'est une page, un dessin avec un petit texte qui accompagne, qui te dit il s'est passé ça. Ça fait avec des doubles pages aussi. C'est ça. C'est totalement ça. Ouais. Il y a un petit mood. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est un manga qui avait jamais été édité en France, mais qui en vérité il date des années 80, donc avant la fondation des studios Ghibli. Donc Miyazaki en était encore à ses balbutiements de sa carrière de réalisateur, mais tout est déjà présent, parce que évidemment ça fait beaucoup penser à Nausicaa, mais il y a aussi beaucoup de Princesse Mononoke, il y a aussi beaucoup de Chihiro, et toujours tous ces thèmes qui vont faire sa carrière sont déjà là et sont déjà magnifiquement traités avec plein de poésie. C'est clair. Et ouais, franchement, c'est très très bonne pioche. Et si vous aimez Miyazaki, je vous conseille aussi d'acheter le journal Le 1, qui a fait un hors-série consacré à Miyazaki. Donc pour ceux qui connaissent pas, le journal Le 1, c'est un journal qui a la particularité d'être sur une page que en fait tu déplies, et qui à la fin fait un journal géant et qui est très très intéressant avec des interviews de Miyazaki, des interviews de spécialistes aussi de Miyazaki. Et au verso du journal, en fait, t'as l'affiche originale de Mon voisin Totoro qui est magnifique, franchement qui est magnifique, et en plus les articles présents sont très très intéressants. Donc si vous aimez Miyazaki, je vous conseille ça peut bien accompagner ce cadeau, ça peut finalement. très bien accompagner, Et peut-être juste pour finir, moi je voulais souligner le travail éditorial de Sarbacane, qui a vraiment bien joué le jeu avec donc une couve rigide, avec un lien. En fait, tu sens vraiment qu'il y a une connexion entre la première page et la dernière page. Je trouve ça très très chouette qu'ils ont abordé en tout cas ce manga-là. Tu pourrais dire un manga, mais ils l'ont offert en BD, ce qui permet d'ouvrir. Ça fait vraiment un succès. Je crois que j'avais vu les ventes un peu de l'année, et qu'il est sorti assez récemment, je pense octobre si je dis pas de bêtises, et qu'il a déjà dépassé des BD qui sont sortis en début d'année, quoi. Et si vous le voulez, essayez de vous dépêcher parce qu'il a déjà été réimprimé 2 fois. Donc ça peut partir très très vite. Carrément. Bah écoutez, merci les gars, c'était cool. Je pense qu'on a fait des heureux ou des heureuses. J'espère que vous avez eu des idées cadeaux, ou que vous allez les lire en les périodes de fête ou même toute l'année, parce que finalement c'est un peu les coups de cœur qu'on a eu cette année. Ça a été difficile de choisir parce qu'on a eu beaucoup de choses et qu'il y a énormément de production. Mais on se retrouve bientôt. En attendant, pour nous soutenir et pour qu'un jour je paye ces magnifiques chroniqueurs, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker la vidéo. Ça peut nous donner un coup de boost et ça fait toujours du bien. Nous, on va se retrouver en 2024. L'année prochaine, déjà. Laisse les sortir. Non, c'est pas tout de suite qu'il faut le dire. Évidemment, sur la chaîne, on sortira en attendant le Jean Comics qu'on avait fait sur The Marvels. On a débattu du film tous ensemble. Et puis, on va continuer à vous parler de comics, de BD et de manga maintenant avec Alexis. Ah, d'accord, ok, maintenant c'est. C'est officiel. Donc, comme j'ai dit. Tu m'as piégé, c'est bien ça. C'est un piège. C'est mon plan maléfique, ça a marché. Ils m'ont fait. Ouais, non, mais juste pour remplacer Marceau. Maintenant, je suis là. D'accord, ok. Marceau, t'es d'accord? Non, mais c'est tant mieux, comme ça j'ai une excuse. Ah bon? Évidemment que je suis d'accord. C'est bien, tu vas expliquer à Madame Celle comment on va faire pour avoir tous les mangas que je vais devoir acheter. T'es pas obligé de les avoir, tu vois que ça marche quand tu les as pas. Moi, j'ai que des trucs qui n'existent plus, qui sont plus édités. Bon, allez, on coupe. Merci beaucoup en tout cas pour vos écoutes et on vous dit à bientôt. Salut. À l'année prochaine.